Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, vous faites bien de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans ce 22h, dans un instant le sommaire. Vive indignation chez les Guinéens après le meurtre de Mamadou Bolaro Bari, cet enseignant-chercheur au sein du centre universitaire rouennais des études juridiques et Thinking Africa a été victime d'une agression verbale puis physique d'une extrême violence qui lui ont causé des lésions cérébrales et l'ont mis dans un coma profond dès la soirée du 19 juillet. Avant de rendre l'âme le 20 juillet, un suspect a été arrêté. Les résultats du certificat d'études primaires sont disponibles. Ils ont été publiés cet après-midi. 92 747 admis sur 228 869 candidats, soit un taux d'admission de 44,46%, une nette régression par rapport à 2017 et 2018. Comment mobiliser les acteurs clés du secteur privé autour du programme des agropoles ainsi que le projet de développement des zones spéciales de transformation agro-industrielle, le forum du secteur privé sur le programme de développement des zones spéciales de transformation agro-industrielle SIATEL, tenu ce lundi à Conakry. Il a été présidé par le chef de l'État. Un jeune homme soupçonné d'avoir mortellement agressé Mamadou Bolaro Bari a été interpellé ce lundi. Âgé de 29 ans, il est connu pour des faits de violence, notamment sur sa compagne. Il a aussi des antécédents psychiatriques. Au moment des faits, il était placé sous curatelle. C'est ce que rapportent les médias français. Il s'agit d'un Français d'origine turque qui a reconnu les faits, selon les informations de France Bleu Normandie, dans la famille du défunt où une de nos équipes s'est rendue ce lundi. La douleur et la tristesse étaient palpables. Mamadou Kalisso, Ibrahima Souma. Visage crispé, mine serrée, certains se fondent en larmes, d'autres prient pour le repos de l'âme de feu Mahmoud Bolaro Bari. Je suis très touché. Tous les Guinéens et tout le peuple africain est touché. Mais comme on est musulman, on donne le Dieu. Aujourd'hui, on dit Alhamdulillah. Son oncle maternel évoque une grosse perte pour la famille Bari. Selon lui, le défunt était un pilier, un protecteur, un cadre compétent et ambitieux pour l'émancipation de sa famille. La famille est en deuil, la famille, c'était une surprise totale parce qu'il avait des projets ambitieux pour la famille. Mon oncle me disait toujours en polar, pour aider une famille, Mami, c'était son doctorat, son objectif. Une délégation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est rendue à la maison mortuaire pour témoigner son affection. Pour le ministre Abdoulaye Yero Baldé, c'est la Guinée qui vient de perdre un cadre compétent et patriote. C'est une perte au niveau de l'enseignement puisqu'il vient d'avoir son doctorat il y a à peu près un mois avec mention honorable, satisfaction du jury. Ce qu'ils ne font pas habituellement en France, parce qu'il y a un texte qui dit on ne met pas de mention, on ne délivre pas de mention, mais là ça a été fait avec la félicitation du jury et aussi l'autorisation de publier sa thèse. Ça c'est rare en général. Donc vous voyez un peu l'immensité de la perte pour nous. Et au-delà aussi, il avait un cœur, puisqu'avec ses amis, ils avaient déjà mobilisé 1200 livres pour la facture de droit de son fournisseur qui sont déjà disponibles ici en Guinée. Des proches et amis sont déjà partis à Bolaroya, dans la sous-préfecture de Douné, à Mamoun, pour présenter les condoléances. Le corps du défunt devrait être rapatrié en Guinée très prochainement. De la tristesse dans le monde universitaire guinéen suite à la mort de Mamadou Bari. Vous allez le voir, étudiants et encadreurs demandent que lumière soit faite sur l'assassinat de Bari. Images et décryptage d'Ibril Ba, Ibrahima Souri Kamara. La mort de Mamadou Bari s'empare de toutes les universités guinéennes. À Mohamed VI, la disparition de Bari à la fleur de l'âge occupe une grande partie des discussions des jeunes apprenants. Je suis choqué, je suis déçu. Nos dirigeants ici peuvent faire quelque chose, avoir du tort ailleurs et qu'ils peuvent faire quelque chose pour nous amener à bout. Sinon, franchement, nous sommes choqués sur la nouvelle, vu qu'il était parti
pour avoir acquis quelques connaissances et voilà qu'il perd sa vie. Mamoudou, de son vrai nom, Bolaro pour les intimes, était fortement attaché à ses préoccupations studieuses. Voilà qu'il est parti au soir d'une finale de la CAN suite à l'agression d'un franco-turc. Parti aussi au moment où la Guinée, son pays natal, a besoin de lui. Mamoudou, ce que je retiens de Mamoudou est énorme. Parce que je ne dirais pas qu'il était parfait, c'est vrai. Mamoudou avait beaucoup de défauts, mais les qualités qu'il a, on ne peut pas aujourd'hui les qualifier parce qu'elles étaient énormes. Mamoudou, c'était quelqu'un de bien, quelqu'un de cultivé, quelqu'un de respectueux, quelqu'un de très humble. Mamoudou Barry a débuté ses études universitaires dans l'institution d'enseignement supérieur de Sonfonia. Ici, l'on additionne perte et regret de celui qui était soucieux pour le rayonnement de ce temple de savoir. On tue un Guinéen dans un autre sol qui n'est pas le mien. Mais même s'il était sénégalais, on n'avait pas le droit de le tuer. Et je pense que l'acte doit être condamné. Il n'y a pas longtemps, nous avons reçu ici une délégation d'étudiants guinéens en France, des anciens de la faculté de droit, qui ont mobilisé près de 945 ouvrages qu'ils ont déposés à l'université de Sonfonia et que moi-même j'ai eu à recevoir. Une délégation de l'université a été chez la famille du défunt. Le gouvernement guinéen aussi, dans un communiqué, a présenté ses condoléances et condamné l'agression de celui qui à peine vient de décrocher une mention très honorable à Master 2. La finale Sénégal-Algérie aura été un triste souvenir pour le couple Barry. À quelques minutes du match, l'enseignant-chercheur guinéen Mamadou Barry a subi des injures racistes, puis battu avant de succomber à ses blessures. Prêt à suivre le match, il a préféré d'abord aller chercher sa femme. Il croise le destin. Mamadou Sadio Baldé revient sur les faits. Peu de temps après l'agression mortelle de Mamadou Barry le 19 juillet, son plus proche ami vient aux nouvelles. Le témoignage de Khalil Keita est saisissant. Il y avait des témoins maintenant qui m'ont dit, monsieur, ce qui s'est passé, votre ami et sa femme étaient dans la voiture, les vitres descendues, ils passaient doucement et arrivé en hauteur d'un monsieur d'origine maghrébine, un arabe, et ce dernier leur a procuré des injures en leur disant, vous les sales noirs, on va vous niquer ce soir. On va vous niquer ce soir et on va vous niquer vos mères. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité des propos? Il est descendu de sa voiture, demandé des explications près de son agresseur. Il n'aurait pas terminé ses interrogations qu'il a commencé à recevoir des coups d'une violence rare. Il est venu, sa femme courait derrière lui. Non, s'il te plaît, tu sais, c'est des provocateurs, arrête, laisse tomber. Il est arrivé et juste là, au niveau de cet arrêt-là, il a demandé au monsieur. Il a commencé à demander, monsieur, pourquoi vous nous agressez? Même, il n'a pas tutoyé, hein, les témoins, au dit des témoins. Il n'a pas terminé sa phrase. Et tout de suite, il a commencé à avoir des coups. Au niveau du cou, au niveau de la poitrine, au niveau du visage. Et au quatrième coup, c'est au quatrième coup qu'il ne pouvait plus supporter. Et il est tombé sur la tête. Et la nuque a cogné le goudron. Et ça a pété, il y avait du sang partout. Sa femme a vécu en direct l'assassinat de son mari. Avant le départ de son bourreau, il aurait adressé le même message à son épouse. L'agresseur il était calme, il dit oui, j'ai tué ton mari. Toi aussi, tu es sale. Il a commencé à même propos, pute, sale raciste, sale noir, sale ceci, sale cela. Et si tu ne fais pas attention, je vais faire de toi comme ce que je viens de faire à ton mari. Là. Les gens étaient là. Personne n'a pu rien dire quelque chose. L'homme qui a tué Mamadou Barry est d'origine turque et arborait un maillot de Galatasaray. De sources policières, c'est un type qui est versé dans la délinquance mineure. Rappelé à Dieu dans la nuit de jeudi à vendredi 19 juillet à Conakry, l'artiste Kerfala Kanté, communément appelé l'oiseau du Sankara, a reçu un dernier hommage hier dimanche dans la salle de spectacle du Centre culturel franco-guinéen. La cérémonie a connu la présence du Premier ministre, de la Première Dame de la République et de plusieurs membres du gouvernement, mais aussi des acteurs culturels de la Guinée. Fadima Kanté commente ici les images d'Antoinette Onivogui et de Mohamed Bangoura. Des larmes,
Des chants et des témoignages émouvants des proches ont marqué toute la cérémonie funèbre du désormais feu Kerfala Kanté. Artiste chanteur pétri de talent qui a, pendant des années, émerveillé le public mélomane guinéen, Kerfala Kanté a reçu un hommage mérité du vaillant peuple de Guinée. La mémoire de Kerfala Kanté que nous saluons à l'occasion de ce symposium restera gravée dans les annales de l'histoire culturelle de la nation guinéenne, au service de laquelle il a consacré ses 60 ans d'existence et son génie créateur exceptionnel. Mobilisés pour magnifier les vertus du défunt, les griots du Manding ont tour à tour accompagné le descendant de Soumaoro Kanté par des éloges de bonne facture. Cadres, proches, amis et collaborateurs retiennent du défunt un homme sage et serviable. Eh Farana, la Guinée a perdu une grande personnalité. Mais Farana a perdu. Mais Issa aussi a perdu doublement. Mais je voudrais dire au colonel Issa et à tous ceux qui pleurent que nous ne devons pas nous laisser emporter par la douleur. Parce que Kerfala n'est pas mort. Le monde que j'ai vu, je ne vais plus pleurer. C'est lui qui a dit, allez les Carrefour. Walia, wala ilia, saya. Et wala ilia, saya. Walia, wala ilia, saya. Après la prière funèbre à la grande mosquée de Kébeya à Koléa, l'oiseau de Sankaran repose désormais au cimetière de Cameroun. Il laisse derrière lui 3 veuves, 2 enfants et plusieurs fans d'ici et d'ailleurs qui restent inconsolables. Je vous le disais dans les titres, les premiers résultats des examens nationaux sont disponibles depuis ce lundi pour le certificat d'études primaires. 228 869 candidats ont composé et seulement 92 747 candidats sont admis, dont 38 127 filles, soit un taux d'admission de 44,46%, une nette régression au regard des résultats de 2017 et de 2018 qui étaient respectivement de plus de 63,14% et de plus de 50%. À Matoto, sur 21 242 candidats, seulement 10 114 sont admis pour l'enseignement général, soit 53,37% de réussite. Le directeur communal parle de satisfaction. Il est au micro de Djibril Ba. Franchement, je suis satisfait parce que je veux dire que ce sont les efforts qui ont abouti. Parce que si vous connaissez l'histoire de cette commune, par rapport au moment de perturbation en octobre, depuis octobre, jusqu'à ce moment-là, nous avons eu la chance alors de veiller sur le bon fonctionnement des cours dans nos écoles. Donc il y a eu perturbation ailleurs, mais chez nous, de manière générale, vraiment, nous pouvons remercier le bon Dieu, on n'en a pas eu. Ce qui fait que ces résultats ne nous prennent guère. Le forum du secteur privé sur le programme de développement des zones spéciales de transformation agro-industrielle s'est tenu ce lundi à Conakry, lancé par le président de la République. L'objectif est de mobiliser les acteurs clés du secteur privé autour du programme des agropoles ainsi que le projet de développement des zones spéciales de transformation agro-industrielle. Compte rendu, Malik Sengiana Kamara, Lamine Silla. La Guinée est un pays propice à l'agriculture. Le climat, le sol et la pluviométrie sont favorables. Pour promouvoir ces secteurs pourvoyeurs d'emplois, la Banque africaine de développement vient en appui à la Guinée. Tout d'abord, réunir l'ensemble des acteurs privés autour d'un forum portant sur le programme de développement des zones spéciales de transformation agro-industrielle. La Guinée, ce n'est pas les mines, c'est l'agriculture et l'agro-business. Parfois, c'est gêné. Quand certains de nos amis indiens ou chinois viennent en Guinée, parce que vous venez par avion, ils disent, mais président, comment ça se fait qu'un pays où il y a de l'eau partout, vous devez être exportateur, vous êtes importateur. C'est vrai. La transformation de ces produits agricoles reste un défi pour la Guinée. Avec l'installation des unités industrielles, l'économie du pays pourrait connaître une nette amélioration. Un défi que le gouvernement s'engage à relever.
la BAD soutient que la transformation économique du continent ne peut se produire qu'avec une agriculture axée sur les nouvelles technologies qui soient résilientes au changement climatique, créatrices d'emplois et de richesses et promotrices de santé. À cet effet, tous les investissements de cette institution faits de nos jours s'inscrivent dans cette perspective de développement économique et social de l'Afrique. Cette approche pour créer un véritable tissu industriel qui a déjà commencé à Conakry et que nous avons l'ambition d'étendre à l'ensemble du pays en tenant compte bien sûr des opportunités et des potentialités rencontrées ça et là. Ce forum a permis aux participants d'échanger afin d'appréhender les défis liés au développement des zones spéciales de transformation agro-industrielle en Afrique, identifier les opportunités d'investissement et d'intervention, entre autres. Le président de l'UFDG a bouclé sa tournée américaine le week-end dernier. Cellou Dalein Diallo a rencontré ses militants dans les villes de New York et de Washington. Ses discours ont porté sur les projets de modification de la Constitution et un éventuel troisième mandat pour Alpha Condé. Mais pas que cela, le chef de l'opposition s'est aussi prononcé sur le fichier électoral actuellement sous les feux de nombreuses critiques. Le compte-rendu de Mohamed Damaro Camara et d'Oumar Bari. New Carrollton, Cellou Dalein Diallo accueilli en toute pompe. Devant une foule conquise, le président de l'UFDG renouvelle son opposition au projet de modification de la Constitution et à la supposée ambition du président Alpha Condé de se maintenir au pouvoir. Si Alpha Condé est là, vous savez bien qu'il n'y aura pas d'élection transparente. Donc, comme il s'est attaqué à la Constitution, à cette Constitution sur laquelle il a prêté serment pendant 2 fois, en jurant de la respecter et de la faire respecter. Aujourd'hui, il veut piétiner cette Constitution. Mais je vous assure que ça ne passera pas. Pour le chef de file de l'opposition, ces projets paraissent presque certains, au regard du refus du pouvoir à faire appliquer les recommandations faites par les experts de l'Union européenne, de l'OIF et du PNUD en ce qui concerne le fichier électoral. Près de 70% du corps électoral n'était pas correctement enregistré. Naturellement, les experts, ils ont cherché d'abord à corrompre les experts, ils n'ont pas réussi. Ils ont fait le rapport de manière objective et honnête, et puis ils ont fait des recommandations pour corriger le fichier. Malheureusement, aujourd'hui, le pouvoir refuse que ces recommandations soient appliquées. De New York à Washington, le président de l'UFDG a invité les militants à s'investir dans le combat de la démocratie. Il leur a donné l'assurance qu'en 2020, l'alternance est bien possible. Oui à Swapiti, mais ne nous sacrifiez pas. C'est le slogan de l'Union pour la défense des sinistrés de Swapiti qui était en conférence de presse ce lundi à Kipédadia dans la commune de Ratoma. Les membres de cette structure qui vient de naître souhaitent attirer l'attention des autorités guinéennes sur les maux dont souffrent les riverains du barrage hydroélectrique de Swapiti, Algassimou Yaliba, Yakuba Traoré. Ces habitants des localités situées autour du barrage hydroélectrique de Swapiti sont mécontents. La construction de ce barrage exige leur délocalisation, mais ces familles indiquent que les conditions pour qu'ils quittent leur maison d'habitation ne sont pas réunies. Selon leur porte-parole, les responsables du projet Swapiti ont pris des engagements qu'ils n'ont pas réalisés. Nous dénonçons tout simplement d'abord la mauvaise qualité de l'information que le projet a donnée à l'encontre de nos populations, premièrement. Deuxièmement, nous dénonçons le fait que les maisons construites pour le recasement de nos parents ne sont pas appropriées, ne sont pas adéquates. Ils ont fait signer nos parents comme quoi ils vont leur donner le paradis terrestre. En réalité, rien n'est fait quand les gens sont partis sur le terrain. Plusieurs familles sont concernées par cette situation, même si les membres de l'Union ne disposent d'aucun chiffre concernant le nombre de familles ou de villages concernés. Aujourd'hui, ils réclament la restitution de leurs biens. Nous ne sommes pas opposés
pour le barrage, oui, on est d'accord. Sopiti, on est d'accord pour le barrage. Mais ce que nous voudrons vous demander et demander au gouvernement, surtout au chef de l'État, c'est de penser à nous. Nous avons perdu nos terres ancestrales, sinistrées parce que nous avons perdu nos biens, c'est-à-dire les arbres fruitiers, sinistrés parce que nous n'avons pas où cultiver, nous n'avons pas où élever. Et nous avons interpellé en tout cas l'État de nous aider, d'aider ces communautés parce qu'ils sont avant tout des Guinéens. Ils vivent dans ces domaines depuis des siècles. Selon les membres de l'ONG, un préavis leur a été donné, mais ils disent ne pas être prêts à quitter leur habitation pour rejoindre les logements proposés par le projet Soapiti. Ils exigent la prise en compte de leurs revendications avant de déménager. La société civile guinéenne s'engage à accompagner les jeunes dans la création et le développement de leur entreprise. À juste titre, le réseau des affaires de la Jeune Chambre internationale a entamé la formation et l'accompagnement des jeunes. Elle veut instaurer un partenariat entre les entrepreneurs guinéens et étrangers, mais aussi en accroître la collaboration avec les incubateurs. Mohamed Valek Touré, Lamine Silla pour plus d'explications. En Guinée, le taux de chômage atteint le 20,4% selon l'Institut national de la statistique et classe le pays parmi les plus pauvres du monde. L'immigration clandestine, le chômage, autant de problèmes qui assaillent le pays. Et pourtant, ce ne sont pas les idées d'entreprendre qui manquent, mais les moyens. Entreprendre, c'est ce qu'il y a d'essentiel pour quelqu'un qui voudrait construire sa vie et réussir dans sa vie. Parce qu'entreprendre, c'est refuser d'être sous la domination d'une autre personne. C'est refuser de s'enfermer, de faire la routine. Entreprendre, c'est oser. Oser surtout dans le monde où aujourd'hui la jeunesse est confrontée au chômage. Entreprendre, c'est créer de la richesse. Pour pallier ce défi, le réseau des affaires, une structure de la JCI, s'engage. Elle veut créer une synergie entre les entrepreneurs et instaurer un partenariat entre les entrepreneurs guinéens et étrangers. Nous avons une catégorie, un groupe de formateurs spécialisés dans la création et la gestion d'entreprises. C'est leur rôle, c'est leur responsabilité. Deuxième des choses, nous sommes en échange avec les incubateurs. L'incubateur a pour rôle d'accompagner quelqu'un qui a une idée d'entreprise, d'entreprendre. L'autre rôle, notre responsabilité, c'est de veiller journalièrement, d'une façon hebdomadaire, d'une façon mensuelle, par rapport à l'exécution des objectifs préétablis par ces entrepreneurs-là. Voici, là, nous serons là, derrière, en ayant des outils de contrôle pour accompagner ces jeunes-là, pour les permettre d'entreprendre, parce que entreprendre, c'est prendre des initiatives, entreprendre, c'est oser. À cette activité qui couronne 29 jeunes, le conseiller leur a rappelé le rôle important qu'ils ont à jouer au sein de la communauté. Les jeunes représentent le présent et l'avenir d'une nation. Cet avenir n'est possible que s'il y a une richesse intellectuelle et naturelle. Étape Labé Cancan du grand concours Jeunes Entrepreneurs. Après Conakry, les 7 autres régions de l'intérieur du pays ont procédé à cette première étape du concours des jeunes entrepreneurs. 3 candidats seront retenus dans chacune de ces régions pour continuer la compétition à Conakry. Abdourahmane Ba, Aliouba. Le concours a démarré depuis le 10 juillet à Conakry. 218 candidats ont été retenus pour faire le pitch. À Labé Cancan, les présentations ont été faites devant un jury local. Il y a eu la présélection pour la zone spéciale de Cancan, la région de Cancan. On a entendu les candidats pour retenir 3 projets. Donc ces 3-là, c'est ceux-là qui vont aller à Conakry pour la suite de la compétition. Cette jeune fille a présenté son projet. Elle est confiante, mais en cas d'échec, ne compte pas en rester là. Même si ce projet, même si je ne suis pas sélectionnée, ce projet, j'ai l'intention, mais la ferme intention de le réaliser. Les compétitions nationales se déroulent pour la plupart à Conakry, mais d'après le préfet de Labé, cette tournée démontre le talent que régorge l'intérieur du pays. Nous avons également des compétences, des aptitudes dans nos régions qui font que ces gens peuvent compétir et nous espérons, vu la qualité des projets qui sont les leurs, qui seront parmi les lauréats. Pour ce représentant de l'OIM, cette aventure ne doit pas être la dernière pour les candidats qui ne seront pas retenus à ce concours.
Ceux qui ne seront pas aussi retenus, de continuer à travailler, de se performer et d'aller vers les structures qui peuvent financer leurs projets et pouvoir réaliser une partie de leurs rêves. La Banque islamique de Guinée a organisé une retraite stratégique samedi dernier à Conakry. Objectif, faire le bilan des activités réalisées lors du premier semestre 2019, évoquer les défis et perspectives du second semestre, parmi lesquels la formation du personnel, la mise à la disposition des clients de nouveaux produits. Mamadou Kalisso, Tierno Sadouba. L'ensemble des activités réalisées lors du premier semestre 2019 ont été revues. Un plan d'action pour le second semestre de cette année a été planifié. Entre autres, il faut noter l'extension de leur réseau, le recrutement de nouveaux clients. Pour y arriver, les responsables de la Banque islamique de Guinée misent sur leurs spécificités. D'abord, c'est la finance islamique, parce que nous sommes la seule banque à offrir des produits de la finance islamique. Et la deuxième chose, c'est la qualité de service. Parce que nous avons comme ambition de mettre en place ce qu'on appelle une démarche qualité, donc qui est en train d'être déployée petit à petit pour pouvoir prendre en charge toutes les préoccupations de la clientèle. Une gamme de produits existe déjà. D'autres seront bientôt lancés pour capter de nouveaux clients et fidéliser les conquis. Nous avons des produits digitaux, MyBic, nous avons les cartes magnétiques qu'on a lancées, nous avons l'internet banking, SMS banking et bientôt nous allons lancer un nouveau produit qu'on appelle Tamil Tosh. Sans oublier qu'on a déjà lancé un produit qu'on appelle Diaspora qui permet aux Guinéens de l'étranger d'ouvrir des comptes bancaires à la BIC. Et ces comptes bancaires permettent de premièrement épargner, deuxièmement ça leur permet d'envoyer de l'argent à leurs parents ici à moins de coûts. Des difficultés, il en existe, notamment le manque de réglementation sur la finance islamique en Guinée, le recouvrement des finances. Des dispositions sont prises pour résoudre ces problèmes. La BIC invite les Guinéens à lui faire confiance afin de profiter des avantages offerts. Pour un client qui ouvre un compte chez nous, il peut faire son versement aujourd'hui, recevoir son argent aujourd'hui, disons faire un retrait le même jour, donc ça qu'on lui impute ce qu'on appelle des agios sur son compte. Vivo Énergie a démarré samedi la deuxième édition du concours de conduite économique pour l'année 2019 pour ses fidèles clients. Une manière pour elle de répertorier les meilleurs conducteurs qui consomment moins de carburant et de les récompenser ensuite au sortir de ce concours. Ali Badara Kamara et Lamine Silla nous signent ce reportage. C'est à 11h50 que les 10 premiers conducteurs ont quitté la Bellevue pour suivre l'itinéraire indiqué de ce premier groupe. Les compétiteurs devraient parcourir 9 grands carrefours dans la capitale Conakry. Après le départ de Bellevue, en passant par le pont kenyan, lycée Bonfi, aéroport Bessia pour prendre la trajectoire T2 et arriver à Kipé, Lambani, Sonfonia Gare et Sonfonia SOS. Parmi les 10 conducteurs, seulement 2 seront qualifiés pour la demi-finale. Les 2 premiers retenus pour ce premier groupe sont les suivants. Donc le premier c'est Elhaz Diallo Elhaz Oumar. Il conduisait le véhicule numéro 4 et il a consommé 1,86 litres. Celui qui occupe la deuxième place c'est M. Isiaga Kondé. Il conduisait le véhicule numéro 8 et il a consommé 1,91 litres. Après 1h45 minutes de parcours entre le point de départ, la Bellevue et le point d'arrivée, Sonfonia SOS, ces conducteurs du 8e et 4e véhicule ont consommé moins. Satisfait, et on remercie Vivo Énergie. Vraiment, ils font de bonnes choses. Et on est content d'eux, vraiment. Et Alhamdulillah Rabbil Alamina, j'ai été le premier pour le moment. Je suis vraiment très content. Je remercie Shell Vivo pour avoir organisé cette compétition. Après avoir refait le plein de chaque véhicule, le deuxième groupe de 10 autres conducteurs ont aussi pris le départ à 15h10 pour arriver au point indiqué, la Bellevue. On a fait un premier temps, donc j'ai été déclaré gagnant et le deuxième tour encore. Ce n'est pas seulement ma compétence qui peut me permettre de gagner, je sais que Dieu est là et il va me soutenir. Les participants ont tous été accompagnés par des coachs
pour le respect strict des consignes. C'est pour qu'ils assistent les clients à appliquer les consignes de conduite sécuritaire et les consignes de conduite économique. Puisque le but, c'est d'économiser le carburant. Pendant ce concours, les services de sécurité et ceux de la santé seront aussi dépêchés, ce pour le bon fonctionnement de cette compétition qui doit se terminer le week-end prochain. Lancement samedi de la deuxième édition du tournoi de football dénommé Bel Air Mining. L'initiative vient de la société minière Bel Air Mining et ce match a réuni des jeunes footballeurs de la préfecture de Bofa. Une décision que saluent les jeunes et les autorités de cette zone. Ismaël Nabé commente les images de Salifouli Fossissé et de Rosaline Monéou. Contribuer au développement des jeunes de Bofa, tel est l'objectif que se fixe la société Bel Air Mining. Elle reconnaît que la jeunesse a une très grande importance. C'est pourquoi elle organise ce tournoi afin de tisser un bon rapport avec cette couche de la population. Bon, les jeunes, c'est vraiment les acteurs clés de cette zone. C'est des partenaires très importants pour nous. Et en tant que société minière, on doit contribuer au développement socio-économique de la zone. Et quoi de mieux pendant les vacances scolaires que d'organiser un grand tournoi de football? Les autorités de Tungifili saluent l'initiative de la société Bel Air Mining. Pour elles, c'est une occasion pour réunir les jeunes de la préfecture de Bofa. C'est une occasion pour nous d'attirer plutôt, de réunir la jeunesse de Koulisoro, c'est-à-dire les 3 CR de Poro, Tungifili et Mankoutan, autour de cet idéal, ou de ces idéaux de paix, de concorde, d'amitié entre cette jeunesse-là. Ils sont au total 8 équipes à prendre part à ce tournoi de football. À ce match d'ouverture, 2 équipes étaient au programme, celle de Tungifili et de Rundindi. 2-0 en faveur de Tungifili. Le capitaine de cette équipe, très content de cette victoire, remercie son groupe de l'effort fourni. Pour l'équipe perdante, son entraîneur rassure la population de tout faire pour gagner la prochaine fois. Je suis très content envers le public et mes coéquipiers. On a 2 matchs à jouer. Peut-être dans ça, on peut continuer pour battre les 2 équipes forcées. Maintenant, là où on est comme ça, c'est victoire forcée contre Mankoutan, contre Sobané. Ce tournoi se joue en aller-retour et la finale est prévue pour le mois d'août prochain. Et puis à l'international, on parle sport avant de se quitter. Griezmann à Tokyo avec le FC Barcelone. Antoine Griezmann a déclaré lundi qu'il était impatient de débuter avec le FC Barcelone et que son cœur était désormais avec ses nouveaux coéquipiers, voulant tourner la page de Atlético Madrid, son ancien club. Suivez. Me voy a adaptar como lo hice en el Atleti, pero es un juego que me gusta, sé que puedo aportar varias cosas y como ya me conocéis no es ningún problema correr atrás o adelante y bueno sí, me llega a los oídos porque es un club donde lo di todo, donde siempre fui de cara, pero estoy muy tranquilo y sé las cosas como tenía que hacerlas y lo único que me preocupa ahora es entrar bien en la táctica del míster, estar bien con los compañeros y jugar y disfrutar del fútbol. Ahora la foto del medio y al último Et c'est ce qui met fin à cette édition. Grand merci à tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique du jour, mais aussi à la rédaction. Portez-vous bien. On se retrouve demain.